Michel, il est dans le coin. Bien. Christian. Bien, sans plus attendre, parce que nous avons pris donc un peu de retard sur l'horaire, et puis ça fera rentrer les autres. Nous poursuivons avec un exposé sur les défis de la transition inclusive qui sera proposé par Daniel Boisvert, avec des commentaires éventuels de ses acolytes. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Effectivement, 5 grands défis que nous allons voir, en fait, qui sont aussi à la fois des risques si on n'y prend pas garde par rapport à la transition inclusive. Et je vais demander donc à mes collègues qui sont ici, auxquels se joindrait probablement Michel là, tout à l'heure, de venir commenter chacun de ces défis ou de ces risques. Le premier, les risques des services parallèles, ou le défi des risques parallèles, on va en expliquer chacun d'entre eux. La coordination faible des acteurs, le surinvestissement dans les services actuels au détriment des services à développer, réaliser la transition sans les familles et les partenaires, et enfin, trouver ou utiliser des solutions trop institutionnelles par rapport à ce qu'on veut obtenir en termes d'intégration. Le premier, les risques des services parallèles, vous le voyez donc, créer 2 classes d'usagers, ceux plus handicapés avec besoins complexes et ceux qui demandent moins de soutien. On l'a abordé dans les présentations tout à l'heure, Marc plus particulièrement, et aussi Christian l'a abordé avec 2 modèles différents. Hein? Vous avez commencé par les personnes à situation plus complexe, d'accord? Personnes polyhandicapées, Marc, en Belgique. Et tandis que Christian, lui, a commencé par les personnes qui étaient plus autonomes au plan fonctionnel, donc dans des situations moins complexes que celles dont relevées par Marc, pardon. Et ici, en fait, la difficulté est la suivante. Ce n'est pas qu'une difficulté, je dirais, fonctionnelle, hein, reliée à la capacité de prise de décision des personnes. C'est parce que en créant ce mouvement, qui soit en fonction des personnes plus en situation plus complexe ou encore les personnes qui sont en situation moins complexe, vous allez créer, si vous ne prenez pas garde et si vous n'utilisez pas une certaine fenêtre d'opportunité dans le temps, vous allez être obligé de créer 2 cultures à l'intérieur de votre propre organisation. Une culture pour ceux qui restent à l'intérieur et une culture pour ceux qui sont sortis. Donc, avec plus de différences quant au modèle d'intervention, quant à, par exemple, à l'extérieur, il sera plus facile d'implanter des agendas individuels, Marc pourra nous entretenir de cet outil-là, qu'à l'intérieur. Un agenda individuel, c'est comme vous avez, hein, électronique ou autre, où je peux planifier mes journées parce qu'avec l'éducateur ou l'équipe éducative, je peux essayer de voir ce qui va être fait demain. Je peux utiliser le journal de ma communauté, hein, de mon quartier, pour voir quelles sont les activités qui vont se développer cette semaine, celles qui m'intéressent, et faire mon planning. Mais faire mon planning à l'interne, quand on est plutôt dans des routines de groupe, c'est très difficile, hein, et peu utile, tout compte fait. On est dans 2 cultures différentes. À l'institution, c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions, de faire des choix, que dans un milieu ouvert.
où là, en fait, décider d'une certaine manière de ma vie devient quelque chose de plus facile à l'extérieur qu'à l'institution. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter sur cette dimension-là, un ou l'autre d'entre vous. Non, parfait. J'espère qu'ils ne me feront pas ça jusqu'à la fin. C'est très bien. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est encore mes collègues. Générer donc des besoins supplémentaires trop longtemps, vous comprendrez que des services maintenus en parallèle au niveau financier, ne serait-ce qu'au niveau financier, au niveau des valeurs, au niveau de maintenir deux cultures et de la justifier, reste quelque chose de très difficile. Sur un court laps de temps, il est possible, parce qu'on est en transition, d'arriver à maintenir ces deux systèmes-là pendant quelques années. Mais j'écoutais les réflexions de certains directeurs qui se proposent d'aller vers l'intégration, d'aller vers la transition inclusive, en disant, bon, on prendra le temps qu'on a besoin, et si ça demande 20 ans, on prendra 20 ans. Mais moi, je vous dis, si vous prenez 20 ans, vous allez avoir d'autres problèmes, évidemment, en cours de route. Les contextes vont changer, les financements vont changer, les règles vont changer, et vous allez avoir des difficultés. Il faut être capable d'identifier, à mon avis, des fenêtres d'opportunités temporelles sur 3 ans, sur 4 ans, mais de s'inscrire de façon résolue et stratégique dans cette fenêtre d'opportunités temporelles. Sinon, vous risquez de décourager les gens et de reporter au calendrier grec la transition inclusive. Ça, c'est un risque assez important. Donc, on va le voir dans les leviers, vous allez le voir dans les leviers demain, messieurs, d'avoir une stratégie, un plan stratégique dès le départ est quelque chose qui est assez fondamental. Donc, voilà, générer des besoins supplémentaires trop longtemps, donc dans deux systèmes différents. Commentaires? Merci, Monsieur le Directeur. On va prendre plus de risques plus longtemps. J'expliquais tout à l'heure qu'en effet, on avait commencé par ceux qui étaient les plus autonomes pour intégrer l'école, et puis qu'en effet, pour les autres, ils étaient restés à l'institution. Et ce que ça a généré, c'est que l'inclusion scolaire s'est faite un peu à la marge, avec peu de moyens, etc., etc. Donc, du coup, l'institution se vidait au profit des groupes externalisés. Les groupes externalisés tournaient avec peu de moyens. Et dès lors qu'on a fait rentrer des enfants avec plus de difficultés, on s'est trouvé, nous, du coup, en difficulté dans les groupes externes, puisqu'il y avait peu de ressources autour. Donc là, en effet, on a généré cette forme de besoin supplémentaire. Et là, du coup, c'était difficile de discuter avec les collègues qui s'étaient bien mis à l'abri dans l'institution que peut-être il y avait nécessité d'aller plus loin dans la répartition des moyens, ceux intramuros et ceux extramuros. Voilà. Sur le prochain, en fait, créer un double système de dépenses insoutenable à long terme, Marc? Oui, ce n'est pas le principal, mais effectivement, vous avez deux systèmes à garder en vie et ce n'est pas soutenable. Hein. Vous gardez des bâtiments en fonction à moitié et vous avez vos bâtisses en bas. Il faut éviter. Hein. Donc, il faut absolument penser en termes de rupture et de séquençage. C'est des basculements par phasage pour éviter ce double financement. Hein. C'est la même chose sur le plan associatif. Quand vous avez une grosse association et qu'un secteur de cette association décide de faire de la désinstitutionnalisation d'un service alors qu'à côté, elle inaugure un foyer d'hébergement de 50 places, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une difficulté, je ne sais pas si tu l'as déjà abordé, de justifier deux systèmes de valeurs différents. C'est-à-dire qu'on renvoie du flou à l'institution d'une façon générale. Et donc, par conséquent, et on le reverra demain à travers les leviers, c'est qu'il faut vraiment avoir un vrai plan technique de gestion patrimoniale et que même s'il y a dans les tuyaux le gros foyer de 50 places, on ne peut pas jouer d'un côté une partition et la jouer différemment de l'autre côté. C'est compliqué. Et ça génère un flou d'image. Voilà.
La même chose, on en a parlé tout à l'heure, de justifier donc 2 systèmes de valeurs dans les services pour les usagers, mais vrai aussi pour les parents, parce que dans l'expérience de désinstitutionnalisation, les parents deviennent beaucoup plus actifs auprès de leur enfant et collaborent en fait à la mise en place du projet de vie et évaluent aussi avec l'équipe souvent les progrès faits par l'enfant, en même temps l'enfant ou l'adulte, mais toujours l'enfant des parents. Et l'usager s'auto-évalue aussi dans sa progression de différentes manières, selon les capacités de chacun. Tandis qu'en internat, il est très difficile, par exemple, petit exemple, de solliciter la participation des parents au même titre, vous voyez? Parce que le projet est moins précis, parce que les choix de vie sont plus limités, parce que les parents, généralement, sont plus rébarbatifs à travailler en institution plutôt qu'à l'externe. Vous voyez? Ils ne voient pas non plus leur enfant de la même manière, avec les mêmes compétences. Donc, vous avez 2 systèmes qui se développent, 2 systèmes de valeurs, où il est difficile par la suite, en fait, de les maintenir sur de plus longues périodes. Donc, ça, c'est le premier défi de maintien de services parallèles. Docteur Boisvert, oui, Oui, pardon. Non, oui, mais moi, j'avais une préoccupation autour de ces questions-là aussi, c'est qu'à partir du moment où on a les 2 systèmes en place en parallèle, une des difficultés qu'on a connues, nous, c'est qu'aussitôt qu'il y avait un problème majeur avec quelqu'un qui avait intégré la communauté, alors le premier réflexe, c'est de dire on le retourne parce que nous, on ne sait plus quoi faire avec. Et à ce moment-là, c'était facile. Ça faisait la preuve que peut-être que notre système externe ou le modèle qu'on a développé n'est pas suffisamment ajusté. Et c'était très difficile de le retourner. Et en même temps, ça faisait beaucoup l'affaire de certaines personnes à l'interne qui disaient « On vous l'avait dit qu'il y a des gens qui sont incapables d'intégrer la communauté. » Alors, ce qu'on a dû faire, premièrement, c'est de mettre des barrières très importantes. C'est arrivé à quelques reprises, mais on s'obligeait déjà, à l'entrée de la personne, à préparer un plan de réintégration. Et l'éducateur qui était responsable de la personne à l'externe, on disait non, c'est pas quelqu'un de l'interne qui va être responsable de son plan de service ou de son suivi. Tu demeures le responsable. Tu vas travailler avec nous à l'institution, on va trouver des alternatives et on va trouver des moyens différents de le réintégrer. Alors, tant qu'on a les 2, c'est un peu facile d'y retourner. Tout à fait. De la même manière, j'écoutais, Marc, je ne sais pas si tu te souviens, le premier colloque que tu avais organisé, un conférencier ou une conférencière dire, en réponse à un intervenant qui lui demandait, oui, mais si pour un usager, il se désorganise dans la société ou dans la maison, ou s'il tombe malade, est-ce qu'on peut réutiliser l'institution pour ces périodes? Et la réponse de cette personne avait été oui. Moi, je suis tout à fait en désaccord avec ça. Si vous utilisez l'institution pour dépanner, vous allez créer ce qu'on appelle le syndrome de la porte tournante. Il va sortir, mais il va rentrer aussi vite, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'on n'a pas assez d'intervenants le week-end pour en prendre charge ou pour le soutenir, ou encore parce que la personne est malade et on n'a pas prévu des ressources d'infirmerie à l'extérieur, ou on n'a pas encore développé le service avec le centre hospitalier du quartier, ou pour toutes sortes de raisons. Et vous allez voir qu'après quelques mois, beaucoup d'usagers vont réintégrer l'institution sur toutes sortes de prétextes. Mais ces prétextes, il faut faire attention, parce que s'ils réintègrent l'institution, c'est que vous négligez d'ouvrir des services adaptés à leur nouvelle situation. Vous voyez? Vous êtes encore en train d'utiliser des services parallèles, institutionnalisés, que vous devrez fermer. Je travaillais avec une institution assez récemment, jusqu'à l'année dernière, et là, il y avait un certain désaccord sur la façon de voir les choses, où le choix qui a été fait, c'est donc de sortir physiquement l'usager, ce que j'appelle une délocalisation, ce n'est pas une désinstitutionnalisation, ils changent d'endroit, mais les services de jour, ils viennent les prendre en institution. Sinon, je pense qu'on n'a pas compris, il ne s'agit pas de délocaliser l'hébergement pour recréer l'institution ensuite au niveau des activités de jour. Il faut utiliser les services de la communauté, du quartier, et
avoir des partenaires, solliciter les familles lorsqu'elles sont présentes. Vous voyez? Et ça, c'est complètement différent. C'est une autre mentalité. Parce qu'avec le modèle, je sors en hébergement à l'externe, hein, et quand je dis je sors, c'est souvent dans des groupes de 12 ou de 36, hein, c'est des multiples de 12, parce qu'on veut gérer aussi des groupes. On n'a pas changé du tout la mentalité de l'institution. En fait, on a délocalisé. Ça, c'est le premier risque, c'est par crainte ou pour toutes sortes de raisons, de maintenir des services en parallèle ou d'avoir des services en parallèle. On en a besoin, mais sur une courte période pour exécuter une certaine transition. Donc, il faut savoir où on va. Sinon, ça risque d'être passablement difficile. Coordination faible des acteurs, qui est le deuxième risque, en fait, l'information par rapport à la communauté locale. Vous avez utilisé, messieurs, la communauté locale, vous en avez parlé tout à l'heure, pour minimiser le risque d'une coordination faible. Vous avez des exemples? Brièvement. Bon, on aborde déjà en levier, là, hein, donc c'est plus qu'un défi. C'est clair que si vous n'avez pas le bourgmestre ou le maire avec vous dans la communauté, vous pouvez faire une croix sur votre processus. Hein, donc là, ça ne marchera jamais. Mais on est déjà au niveau des leviers, hein, donc pas trop s'embarquer. Donc plutôt, c'est le défi, hein, c'est de trouver les justes moyens d'informer chaque public au bon moment et, comme je l'ai dit, de manière assez uniforme. Je rajouterais aussi que je pense que les meilleures communications, évidemment, il y a l'environnement plus politique de la communauté, mais il y a aussi c'est-à-dire que l'intervenant qui, lui, travaille avec les gens de proximité, l'épicier, le boulanger, les gens autour, les voisins de palier, c'est souvent par eux que se fait l'introduction, puis les premiers contacts, les premières communications, puis les premières sensibilisations, parce que souvent, il y a un peu un choc, hein, comment cette personne-là qui vit maintenant en appartement, et puis est-ce qu'elle va se comporter correctement? Il faut aller les voir, il faut prendre le temps de le faire, et je pense que les intervenants doivent être formés à ça. Comment? Et quand tu étais en institution depuis plusieurs années, c'est difficile de te replacer à l'intérieur de la communauté, de savoir comment intervenir, parce qu'on n'a pas ces problèmes en institution, on est bien protégé, mais il faut aller voir, discuter, parler avec les gens. C'est souvent des communications très simples, mais quotidiennes, au moins au début. D'accord. Donc, on pourra voir avec les questions que vous aurez tout à l'heure sur certaines dimensions. L'accompagnement du personnel, on pense souvent que des formations ou de l'information est suffisante. Et la plupart du temps, non. On a besoin de façon continue que le personnel sache l'état d'avancement des travaux, à quel moment ils vont pouvoir et sur quelle matière ils vont pouvoir intervenir, et aussi se donner graduellement, comme partenaire de ce mouvement-là d'intégration, se donner en fait des plans d'action qui permettent d'avancer. Le risque, en fait, c'est de ne pas suffisamment discuter avec le personnel et leurs instances pour convenir du projet, pour aller ensemble. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir assez rapidement, Marc en a parlé tout à l'heure, hein, des alliances qui ne sont pas très porteuses de changement et qui vont bloquer assez facilement le système. Donc, l'accompagnement faible du personnel, l'accompagnement faible des parents, souvent par découragement, parce que on s'est aperçu que lorsque les personnes, les UEG, étaient institutionnalisées sur de nombreuses années, que la conception que les parents avaient de leurs enfants, c'est qu'ils étaient des personnes incapables, si vous me permettez le terme. Donc, entre guillemets, ils étaient devenus incapables. Incapables de prendre soin d'eux, incapables de gérer leur temps, incapables d'avoir le bon réflexe par rapport à la communauté ou une sollicitation dans la communauté. Donc, cette perception-là, elle est demeurée et elle s'est forgée au fur et à mesure du temps, hein, où c'est plutôt l'équipe qui demande et qui exige des choses. Donc, parce que si on est là, c'est parce que leur enfant est devenu incompétent. Ils s'aperçoivent, lorsqu'on accompagne ces parents,
qui sont au début de la transition, à mon avis, en tout cas l'expérience que moi j'en ai, ceux qui sont le plus critiques par rapport à l'intégration, puisque on leur avait dit, à une certaine période de leur vie, de placer leur enfant, et c'était la meilleure solution. Et maintenant, on leur dit l'inverse. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux? Pourquoi on nous dit ça? Et si jamais c'était vrai que la transition inclusive est la voie d'avenir pour leur enfant, alors j'ai gâché sa vie pendant 40 ans. C'est ce que ça veut dire. J'ai laissé faire les choses, je n'ai pas vu voir les choses. Et dans les expériences qu'on a connues, je pense au Centre Saint-Julien, à l'hôpital Saint-Julien notamment, les parents vivaient beaucoup de culpabilité, en même temps que beaucoup de frustration et beaucoup de colère aussi à la fois, dès le départ. Maintenant, vivre cette colère, je pense qu'il faut l'accompagner aussi, entendre d'abord ce que les parents ont à dire. Ensuite, d'essayer avec eux de se donner des projets, des expériences, etc., pour qu'ils puissent voir, comprendre et expérimenter certaines étapes d'intégration. Et par la suite, ces parents peuvent devenir des témoins auprès de d'autres parents. Mais il faut faire la preuve que les choses peuvent fonctionner mieux et ils découvrent, et c'est le commentaire souvent qui est formulé, ils découvrent que leur enfant, il est devenu compétent à maints égards. Au niveau de la communication, au niveau de ses ressentis, sur la capacité de se déplacer, de se reconnaître dans le milieu, de faire des choix aussi, qui ne sont pas toujours les choix que j'aurais faits, bien sûr, ou que l'autre aurait fait, mais c'est les choix qui leur appartiennent. Je ne sais pas si vous voulez commenter sur ça. Marc, j'imagine que tu as beaucoup d'exemples aussi. Je voulais juste rajouter une petite chose, parce qu'on parle beaucoup de communication, l'accompagnement du personnel, l'information, communauté. Je pense qu'on devrait utiliser davantage les nouveaux médias de communication, toutes les nouvelles technologies. Ce que je veux dire, on a des outils maintenant, oui, bien sûr, c'est important de se rencontrer, d'être ensemble, de pouvoir se voir, mais c'est important de diffuser continuellement de l'information et on ne pense pas, puis je dirais particulièrement la nouvelle génération d'intervenants sont des gens qui travaillent beaucoup avec ces outils-là, qui gardent les contacts continuellement. Je pense qu'on peut aussi développer des stratégies de communication via les nouvelles technologies pour informer continuellement, mais aussi recevoir, pas juste être des transmetteurs, il faut être aussi des récepteurs, là, il faut entendre ce qui se passe. Dans certains établissements, des stratégies, en fait, pour contrer ce défi-là d'une coordination faible, a été de créer des groupes de parole avec les parents, de nommer des responsables à l'intérieur de l'institution pour être l'interface entre les parents et l'institution, de se donner des moyens collectifs par des colloques ou autres, des sessions d'information avec les parents, et aussi, au fur et à mesure de la démarche, d'avoir une sensibilité, qui permettait d'aller chercher, par sondage ou autre, systématiquement l'avis des parents sur ce qui se passait, sur ce qu'ils entendaient ou autre. Donc, d'en prendre en compte ce qu'ils disaient pour être capable, donc, de corriger le tir et de s'ajuster. Donc, l'accompagnement des parents dans la réflexion et dans leur ressenti, dans leurs sentiments, est particulièrement important. La participation des usagers aussi, c'est le risque, de faire sans les usagers, de décider dans quel endroit ils vont, ce qu'ils vont faire, par quel groupe ils vont sortir, quelle cohorte, et en plus de choisir qui va être leur ami de chambre ou leur ami de maison, si on parle d'hébergement ou de classe ou autre. En fait, la participation des usagers ou cette faible coordination, elle va en fait induire le modèle institutionnel parce que ce qu'on veut faire, en fait, c'est de leur donner plus la parole et plus le choix. Et si on ne prend pas garde, déjà dans les choix des nouveaux lieux d'habitation, des activités de jour, à ce qu'ils participent à choisir leur activité, bien, on risque de reproduire dans la communauté le modèle institutionnel qu'on a. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a des usagers qui ont peu fait de choix durant 20, 25 ou 30 ans. Et que du jour au lendemain, c'est pas facile que de changer dans un même contexte, dans un même milieu de vie, pour que je sois maintenant plus autonome. Lorsqu'on change de contexte ou de milieu de vie,
ça devient plus facile de prendre la parole et de faire des choix. Surtout si je vois les autres qui le font aussi. Mais en milieu institutionnel, c'est pas facile d'y arriver. Donc, ce risque-là est particulièrement important. Surinvestir dans les services actuels, l'importance donc illusoire du patrimoine. Marc, tu veux nous en parler en détail? Vous avez vu la photo, on a des bâtiments qui datent des années 60, qui consomment 500 000 litres de mazout par an. Donc, si un propriétaire pense que ces bâtiments ont une valeur, c'est qu'il a fait une mauvaise évaluation. Donc, mais néanmoins, c'est le cas. Il y a un propriétaire qui pense sincèrement que son patrimoine a de la valeur. Voilà, c'est un défi de lui faire comprendre que c'est un défi. Voilà. C'est toujours aussi difficile si on investit dans le patrimoine immobilier, par exemple, pendant 30 ans, de se dire que du jour au lendemain, on balaie ce patrimoine et on construit autre chose. Vous voyez? Être propriétaire de murs, comme c'était autrefois, on construit des murs et ça nous appartient, c'est visible. Et c'est visible pour plein de gens. Hein? C'est visible pour le politicien qui va faire l'inauguration. C'est très visible pour l'architecte qui va dessiner les plans. En fait, ça a un impact important pour plusieurs personnes, ces bâtiments, cette structure et l'histoire aussi. Mais si on veut passer à une transition inclusive dans les milieux de vie les plus naturels possibles, mais ce patrimoine devient plutôt un boulet. Et il faudra en disposer très certainement. Et là, dépendant de ce qu'on a investi dans ce patrimoine, c'est plus ou moins facile d'en disposer par la suite. Les choix en termes d'hébergement, et vous saurez soit me confirmer ou m'infirmer dans ce que je dis, il me semble en fait que le parc, notamment le parc immobilier, devrait être un parc locatif en partant, et non pas de reconstituer un patrimoine physique. Commentaire sur ça? D'accord, pas d'accord? Oui. Vous voyez? Donc, cette question sera évoquée dans les questions des leviers, dans l'accompagnement en fait de la transition inclusive. Mais en effet, le défi, ça consiste surtout à mettre en panne les investissements immobiliers qui se juxtaposeraient à des services dans lesquels la personne pourrait être accompagnée dans le domaine du public, dans le domaine du monde ordinaire. Effectivement, on est toujours un petit peu en difficulté de donner déjà des leviers, mais en exemple très simple, budget exceptionnel sur les économies d'énergie, subsidié à 80%. Il faut être courageux pour dire non et dire aux éducateurs non. Ce bâtiment, il sera abandonné, même si on est subsidié à 80%, on ne prend pas le subside. Bon, voilà, ça c'est des défis de savoir dire non à ça, et ce n'est pas des choix toujours financiers. Et la belle gendarmerie désaffectée ou le beau château à disposition, même s'il est municipal, on oublie. Voilà. Parce qu'il risque d'avoir beaucoup de dons, mais qui vont devenir des boulets par la suite. Donc, cette dimension donc, de surinvestir dans les services actuels, et c'est vrai aussi au niveau des programmes d'intervention auprès des usagers. Bien sûr, il faut s'en occuper. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la maltraitance, mais il faut aussi penser à développer de nouveaux services et de mettre l'énergie, beaucoup d'énergie, sur l'avenir. Maintenir le passé en pensant qu'il va y avoir une transition et aller sur l'avenir. Les experts dans le domaine nous disent ceci. En termes financiers, on ne devrait pas investir plus que 10% du budget de développement dans l'ancien système et que 90% du budget de développement devrait aller à l'externe, dans la constitution ou le développement des nouveaux services. Si vous êtes dans l'inverse, vous allez avoir des problèmes à développer ces nouveaux services-là. Et ça prend beaucoup de courage pour être capable à la fois de maintenir les services, de pallier les urgences qui peuvent se produire, d'avoir quand même une bonne qualité de service en attendant que ces nouveaux services soient disponibles pour tout le monde. Donc, ça prend vraiment une bonne planification et vous le verrez, messieurs, dans les leviers demain matin. Voilà. Le quatrième,
faire sans les familles et les partenaires, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec les parents notamment, puis la participation des usagers. Dans la participation des usagers, bien, à leur projet de vie, à l'identification du type de logement qu'ils souhaiteraient utiliser, hein. De commencer à penser aussi que les services qui vont être mis en place, différemment souvent du milieu institutionnel, bien, utiliseront des moyens, des ressources qui sont très différents de ce qu'on avait avant. Par exemple, les équipes éducatives, habituellement, ont tendance, dans les premières semaines, les premiers mois, à utiliser la résidence pour toutes sortes d'activités quotidiennes, comme on le faisait avant à l'établissement. Bien, chez vous, comme chez moi, très probablement, bien, la résidence, elle sert à communiquer, à manger ensemble, hein, en famille éventuellement, à se divertir. Mais durant la journée, je ne passe pas ma journée à m'activer dans ma résidence. Et ça, 7 jours par semaine. La résidence, ce n'est pas le lieu où on fait tout. C'est un lieu résidentiel. Le reste doit être fait à l'extérieur. Et au début, c'est difficile de faire comprendre aux équipes qu'il faut sortir le matin, il faut se lever, il faut avoir des activités, il faut utiliser les ressources qui sont à l'extérieur pour donner du sens à ma vie et que ça ne soit pas que dans le même lieu où on fasse tout. Donc, participer, faire participer les usagers, accompagner les parents dans cette nouvelle dynamique, en fait, qui permet de recréer ou de donner un sens nouveau à ma vie. Des solutions trop institutionnelles, on en a parlé quand même assez abondamment. L'intégration physique crée des opportunités. J'en ai, oui, vous voyez le dessin ici. En fait, ici, ce qu'on voulait dire en termes de risque, c'est que le risque, en fait, c'est de déménager la maison qu'on a dans la crainte qu'on ne retrouve pas la même chose qu'on avait avant. Vous voyez ce que je veux dire? J'amène tout avec moi parce que je veux recréer ce que j'avais avant. Et ça, c'est une erreur passablement importante. Il faut que ce soit un contexte nouveau de vie, auquel je m'habitue graduellement, bien sûr, pour lequel je suis soutenu dans ce nouveau milieu. Et je vous dirais, et vous avez probablement expérimenté aussi, les personnes qui trouvent que cette situation est la plus facile pour elles, ce sont les usagers, qui s'habituent relativement rapidement. Mais le plus difficile, Michel, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'équipe. C'est l'équipe d'accompagnement, c'est l'équipe éducative qui doit repenser ses façons de faire, qui doit aussi à la fois laisser place aux usagers dans les décisions à prendre, qui doivent les accompagner dans des choix éclairés, bien sûr, mais qui doivent tenir compte des choix que les personnes font, qu'ils soient d'accord ou non avec ces choix. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile que de partager le pouvoir avec les autres dans des lieux qu'on contrôle moins, parce qu'on est dans un quartier particulier, avec les normes de ce quartier et avec la vie, l'horaire des activités de ce quartier. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter sur ça. Non, bien compris. Vous êtes toujours ici? Oui. Finalement, j'en reviens parce que tu parlais un petit peu de l'approche, puis des gens, puis des équipes qui s'évaluent, parce que c'est vrai qu'on tombe vite dans un cadre institutionnel d'horaire. Hein. Il s'agit d'aller dans des résidences pour personnes âgées, habituellement, où, étant donné que les couchers sont plutôt, en tout cas à 5h ou 4h30, tout le monde attend à la porte pour aller manger. C'est leur seule activité de la journée. Et puis, on décale, puis on réorganise le milieu. Mais surtout, ce que je voulais en venir, moi, je pense qu'il faut donner les outils aux équipes et aux intervenants de s'auto-évaluer. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on avait créé comme outil, là, je parlais tantôt des programmes spécifiques, on était parti des critères qui sont assez simples, là, mais est-ce que j'ai un rythme de vie quotidien, comme tout le monde? Est-ce que quand je lève le matin, est-ce que je peux participer au repas, etc. Et on avait développé l'outil qui faisait que c'était les équipes qui, une fois par année, repassaient l'ensemble de la grille, se regardaient aller, et finalement, souvent, tu t'en rends même pas compte que tu recrées ce modèle-là institutionnel. Alors, ils s'évaluaient, puis ils regardaient le profil qu'ils avaient tiré de leur organisation quotidienne, puis ils disaient, ça, c'est peut-être un petit peu gênant, peut-être qu'on pourrait modifier. Et
automatiquement, ça devenait un réflexe et on n'avait plus besoin d'utiliser des outils. Il développait très vite une manière de regarder un petit peu l'environnement dans lequel il était et il se donnait des objectifs. Et puis, bon, on le refaisait annuellement, mais moi, je pense que les gens devaient être impliqués dans cette démarche-là. C'est pas juste au cadre ou aux responsables externes d'aller identifier puis dire ce qui se passe. Il faut que tu sois capable de faire une démarche comme équipe là-dessus. Marc, tu nous as donné des exemples aussi après. Tu veux les commenter brièvement? Oui. Oui, sur les leviers, mais effectivement, il ne faut pas se leurrer, il faut se battre contre le défi de ce retour à se replier sur soi-même à travers même la maison. Donc, en termes de responsables, il faut se battre aussi sur les organisations de travail qui ont tendance à vouloir la facilité. Mais en même temps, on est responsable. Il y a aussi une qualité de vie de l'intervenant. Il ne faut pas l'oublier non plus. Si l'intervenant n'a pas une bonne qualité de vie, il n'y aura pas du bon travail non plus. Il faut trouver le juste compromis, quoi. Mais donc, c'est ça un peu c'est un défi qui est aujourd'hui pour nous. Donc, on a avancé. Donc, 4 ans, les premières maisons, les dernières sorties au mois d'octobre. Il y a certaines maisons qui ont trop tendance à reproduire un modèle institutionnel au sein de la maison. Mais d'expérience, il y a un petit temps d'adaptation et puis souvent ça prend son envol. Mais donc il faut quand même se battre par rapport à ça et comme Michel l'a dit, il faut continuellement que les équipes se questionnent et soient questionnées sur leurs pratiques. Ça c'est sûr, c'est un défi au quotidien. Ça va? Donc voilà pour l'ensemble des défis que ça pose. Et évidemment, dans les 15 leviers qui sont des équivalents, ben, vous verrez demain donc à développer davantage. 12, il y en avait 15. Est-ce que, François, je te laisserai donc la parole pour les questions? Je ne fais que la prendre pour la repasser au public, s'il en a, évidemment. Si, absolument. Et donc voilà, on est sorti les premières maisons depuis 4 ans, mais on a déjà aujourd'hui 26 personnes en appartement. Donc effectivement, c'est une étape. C'est pour ça qu'on parle d'un cycle. Et donc l'idée, c'est de tout le monde monte jusqu'au maximum où il peut aller. Bien sûr, on est déjà en appartement pour 26 personnes. Ouais. Et donc, ce qui est important aussi en termes on l'a un peu dit, est-ce qu'il faut être propriétaire ou pas? Moi, j'ai un peu une nuance quand même. Je pense que pour certaines résidences où il y a beaucoup d'aménagements pour des problèmes de santé, on n'a pas trop le choix que d'être propriétaire, sauf à trouver des ententes spécifiques avec des bailleurs, mais c'est pas facile. Mais par contre, pour les autonomes, là, c'est full souplesse, c'est-à-dire c'est l'appartement avec la plus grande souplesse, bien sûr. Oui, moi j'aurais voulu mettre l'accent sur le fait que vous mettez en opposition ce que j'appelle l'institution, enfin pour mon cas c'est un foyer d'hébergement, je suis directrice adjointe d'un foyer d'hébergement. Et je ne mettais pas en opposition, moi pour ma part, mais je vois que vous le faites, le foyer et la désinstitutionnalisation. Moi, je pensais qu'on pouvait désinstitutionnaliser au sein d'un foyer. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Et puis, autre question, c'est dans ce que vous dites, c'est le choix, donc multiplier les choix des personnes. Mais il y a des personnes qui font le choix de vivre en foyer. Et il y a des personnes qui ont... dans ce qu'on a connu comme expérience, qui ont vécu en appartement autonome et qui sont beaucoup plus épanouis en foyer. Voilà, donc ça m'interroge un petit peu là. Est-ce que faut jeter tous les foyers? Est-ce que c'est pas quand même une solution pour certains? Est-ce qu'on peut pas travailler à la désinstitutionnalisation au sein des foyers? Voilà. C'est à qui vous posez la question?
Alors, Quel tout courage, le monde, messieurs, quel courage. à tout le monde, non, c'était par rapport au risque de services parallèles. Hein, vous dites, il ne faut pas conserver le service foyer et le service en ville. Moi, Oui. j'ai compris ça comme ça. En Mais fait, peut-être que j'ai mal compris. oui. Ce qu'on disait, c'est ce qu'on veut désinstitutionnaliser, hein, pour permettre une transition. Il ne faut pas le maintenir trop longtemps par rapport à la nouvelle solution que vous voulez mettre en place. Maintenant, si votre foyer est un foyer pour 6 à 9 personnes, Non, c'est pour. Il y a 24 personnes 24 personnes dans en le foyer, intérieur du foyer et il y a 6 appartements foyers. Donc, c'est 30 personnes au total. sous un même lieu, dans un même Donc lieu. les 24 sont dans le même lieu et les 6 sont dispersés en ville. Et il y en a 3 qui sont dans le même immeuble. C'est un peu Ok. par hasard, mais c'est aussi parce que ça les aide d'être dans le même immeuble. Oui. Il faudrait voir par rapport... D'abord, 24, 30, ça commence à faire beaucoup de personnes, hein, parce qu'on sait que plus le nombre de personnes ayant les mêmes déficiences ou incapacités sont réunies, plus il est difficile d'aller vers une valorisation de notre propre rôle avec notre environnement. Alors C'est moi, pas- oui. par expérience, j'étais aussi auparavant directrice d'un foyer de 12 dans une petite municipalité de 800 habitants. Et au moment de la fermeture de ce foyer de 12 pour aller dans une ville un peu plus importante de 12 000 habitants, tous, mais il n'y en a aucun qui regrette leur foyer de 12. Et ils ont un choix amoureux qui est plus important au sein du foyer. Hein, ils ont un choix d'amis plus important. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu en univers clos. Il n'empêche que ceux qui sont en appartement, ils n'ont pas plus ils souffrent plus de la solitude, quoi. Mhm, mhm. Je ne voudrais pas généraliser à partir de l'expérience que vous avez vécue, parce qu'il faudrait voir ce qu'ils faisaient avant dans ce petit foyer de 12, puis ce qu'ils font maintenant, et les possibilités d'épanouissement qu'ils peuvent avoir. Ce que je vous dis, c'est que de façon générale, plus le nombre de personnes ayant des déficits observables se regroupe, plus il est difficile de s'intégrer avec les autres dans une communauté donnée. Et c'est un principe qui est tout à fait humain, hein, pour tout type d'incapacité ou d'handicap, en partant. Maintenant, si vous avez une ressource que vous appelez foyer, les gens rentrent le soir parce qu'ils ont des chambres individuelles, il y a 24 chambres à l'intérieur, que votre foyer ressemble un peu aux maisons qui sont dans le quartier, qui passeraient assez inaperçues, et qu'on retrouve ce type de service aussi ailleurs, de 24 personnes qui se regroupent. Bien, il passe assez culturellement comme valable dans cette communauté-là. Mais si vous êtes seul à avoir ce type de modèle d'hébergement et que vous vous distinguez par les déficits associés ou déficits des personnes, elles risquent en principe d'avoir plus de difficultés à s'intégrer, même si elles peuvent apparaître plus heureuses qu'un autre modèle qui était utilisé dans un plus petit village. Vous voyez un peu la... Oui, oui. Et là, on fait attention, bon, bien sûr, que la ressource puisse convenir à la personne, qu'elle ne soit pas isolée. Ça veut dire que l'appartement n'est pas nécessairement la bonne ressource pour telle ou telle personne. Ça peut être une pension, ça peut être d'habiter avec quelqu'un d'autre, ça peut être... Hein, ou un petit groupe, bon, moi j'en suis. Maintenant, quand, en principe, j'augmente au-delà de 10, 12, 14, ça commence à faire beaucoup. Je m'aperçois que les modes de travail, souvent, empiètent sur le mode de vie des personnes. Vous allez peut-être faire attention à cette dimension-là, mais il ne faut pas accepter de bureaux administratifs à l'intérieur du milieu de vie, parce que c'est un milieu de vie. Les horaires de travail sont modulés en fonction des besoins des usagers. Vous voyez? Sinon, c'est l'inverse qui se produit, et les quarts de travail sont prioritaires par rapport au style de vie des usagers. Et vous voyez, donc, ce n'est pas uniquement une question, il y a une question d'un grand nombre par rapport à un petit nombre, mais il y a une question aussi de façon d'organiser la relation entre l'équipe et les personnes pour donner une priorité au mode de vie de la personne plutôt qu'au mode de travail vous voyez? Donc, oui. et ça, c'est quelquefois, quand l'institution grossit, on est plus nombreux, c'est difficile de maintenir le cap sur les modes de vie ou le style de vie des usagers. Donc, vous avez bien répondu à ma question. Il est bien possible de désinstitutionnaliser en étant dans un foyer. C'est un peu ce que vous... Oui. Dans la mesure où on respecte des modes de vie différents Oui.
pour des personnes dans un Oui. même groupe. Avec la difficulté que ça peut Oui, avec la limite que vous dites. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Messieurs, ça va? On a bien fait de te laisser répondre. OK. Oui? Madame. Le micro arrive. Peut-être juste un instant. Oui, je revenais, je faisais le lien avec ce que j'avais entendu ce matin, notamment sur le modèle donc québécois, si je ne me trompe pas, où il était dit renforcer le mouvement de spécialisation, rechercher des solutions alternatives pour les situations avec troubles du comportement. Tout à l'heure, vous disiez pour autant qu'il fallait faire attention à ne pas créer deux systèmes parallèles, avec notamment cette distinction de ceux qui ont peut-être des situations plus complexes. Hein, donc voilà. Donc moi, j'aurais envie de savoir comment vous gérez ces situations qui sont parfois. Alors moi, je suis dans une administration, mais j'imagine que les établissements sont confrontés au quotidien avec des situations très compliquées, avec des troubles du comportement. Est-ce que vous avez privilégié la spécialisation, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles vous réunissez ces personnes, un peu dans un cadre un accompagnement renforcé, mais contenant et rassurant, ou vous avez plutôt privilégié je dirais, le mélange, la mixité des genres, hein, justement, en termes de personnes, sachant qu'aujourd'hui, notre politique tend à vouloir plutôt promouvoir, je dirais, des établissements, enfin, aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui soient à même de répondre à tous les types de handicap. Voilà. Donc, c'est la question de savoir, faut-il spécialiser ou être vraiment sur cette ligne directrice aujourd'hui, qui est celle de nos politiques? Question extrêmement intéressante. Bon, moi, je vais répondre que pour moi, et ça n'engage que moi, nous avons, fait le choix délibérément de renforcer les soutiens là où le problème va se poser, plutôt que de recréer une institution spécialisée pour 6 troubles du comportement identiques. C'est très clairement le choix que nous avons fait. Cependant, il y a une réglementation, on aura l'occasion d'en reparler demain, et notamment il y a une recommandation de l'ANESP pour ce qui concerne les autistes, et donc par conséquent ça prend des mesures qui sont concentrationnaires en fait, mais véritablement on en arrive, et on l'a mis en place à ces extrémités-là, lorsque véritablement l'adolescent ou le jeune est vraiment en danger pour lui-même. On va vraiment jusqu'au bout de l'expérimentation, de l'accompagnement dans le milieu ordinaire avec l'apport de soutien. Et on a des résultats fort favorables. Je dirais la réponse est identique avec certaines modulations. Je pense, on le nommait tantôt, hein, quand on est dans des structures, il y a une forme d'apprentissage aussi à composer avec les difficultés et les problématiques de comportement qui apparaissent. Mais ce qu'on a vite réalisé, c'est qu'à partir du moment où on les mettait tous ensemble, c'était le bordel. Alors, les gens, c'était insoutenable. Et je donnais l'exemple rapidement d'espèces d'appartements modulés où on s'était entendu avec le propriétaire et les gens avaient leur propre appartement complètement autonome, mais avec une unité où il y avait les intervenants et où il y avait, par exemple, c'est un cas de figure, une personne qui avait besoin d'un soutien continu, direct, mais avec la possibilité donc d'intervenir auprès des autres pour leur donner un coup de main. Ce que je veux surtout dire, c'est que il y a moyen de développer un ensemble de modèles alternatifs, mais à ma connaissance, le regroupement des personnes n'est pas un avantage. L'autre aspect, il faut développer, vous l'avez abordé en parlant de spécialisation, on a donc développé des équipes d'intervention rapide qui étaient en mesure d'aller directement en soutien, soit la famille d'accueil, soit la ressource de type familial, pour venir aider à réorganiser le milieu, la personne, et éventuellement l'orienter vers un service de santé mentale, parce que c'est ça que ça prenait, ou d'avoir aussi des mesures. On s'est dit,
tu as un problème, tu décroches comme des gens qu'on peut retrouver dans la communauté qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a un numéro de téléphone, tu appelles à l'hôpital, la personne est... Nous, on s'est dit, on n'a pas ce qu'il faut pour intervenir médicalement. Alors, ça se peut dans le plan d'intervention. Mais habituellement, ces gens-là ont un plan d'intervention très serré avec... Je vais rajouter aussi une chose, ce qu'on a développé avec le temps, c'est des indicateurs de désorganisation. C'est-à-dire qu'avec le temps et avec les spécialistes, on devient toujours de plus en plus en mesure de dire il y a quelque chose qui est en train de se passer. On sait que quand tel type de comportement apparaît, si on n'intervient pas tout de suite, on va perdre le contrôle. Alors, il y a vraiment, puis je pense que je l'ai dit tantôt, on s'était même permis, l'ensemble des établissements, en se regroupant, de créer un service provincial qui, lui, avait les plus grands spécialistes et qui allait même se former aux États-Unis un peu partout et qui basculait leurs connaissances ou leurs compétences directement dans les établissements au besoin et qui venaient les former aussi. Alors, je pense que c'est très exigeant, puis on ne peut pas passer à côté parce que ce sont les personnes qui, je dirais, souvent vont causer le plus de tort à l'image des personnes qui ont une déficience ou des problématiques. On ne peut pas laisser passer ça. Mais ça demande beaucoup d'énergie, des ressources aussi, enfin. Mon collègue québécois fait le malin. Et donc, effectivement, il est en train de mettre en lien la recherche, le benchmarking sur ces questions-là de la prévention du trouble du comportement, l'identification des troubles, le traitement des troubles. Il y a 2 ou 3 ans, si je me souviens bien, nous avions, ouvert un colloque sur cette question-là. Et en effet, là, on mesure notre difficulté en France de ne pas associer la recherche et la pratique. Et que par conséquent, on est sans arrêt en train de réinventer l'eau chaude et on nous serait tout à fait à même de mettre en place des systèmes d'accompagnement et de soutien très pertinents. Et notamment sur cette question des troubles du comportement et leur accompagnement. Il existe, et on a fait un peu le tour sur cette question, on sait qu'il existe des bonnes équipes, des formations pour cette question, et la plupart d'entre nous ne les mettons pas en œuvre. Et c'est vraiment dommage, parce que ça nous conduit à faire des choix qui sont ségrégants et qui nous obligent, quitte à prendre le risque d'augmenter ces troubles du comportement, à regrouper les personnes à risque. En principe, une valeur qui m'apparaît extrêmement importante, s'il y avait regroupement, c'est regrouper des personnes en fonction de leur projet de développement. Comme on le fait pour les enfants dans des classes ordinaires ou autres, ils veulent apprendre, ils ont besoin d'apprendre des valeurs, de faire des apprentissages. Parfait, ils sont groupés, mais ils ne sont pas regroupés en fonction de leur couleur, ils ne sont pas regroupés en fonction de leur déficit ou autre, mais en fonction de leurs besoins de développement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de leurs limites, mais il ne faut pas que ce soit le critère principal. Parce qu'ils sont déficients intellectuels, ils sont groupés ensemble. Moi, je pense qu'ils peuvent, puis on a fait des expériences. Le projet que vous avez, Christian, qui est développé par Aïcha chez vous, des coureurs, ils sont là parce qu'ils souhaitent avoir cette activité. Ils ne sont pas toutes des personnes déficientes intellectuelles, mais ils participent à un club de course parce que ça leur plaît, vous voyez? Donc, si on prend ce principe à la base et que j'ai un enfant qui a une déficience intellectuelle, il pourrait aussi avoir un déficit associé, il pourrait être dans un groupe d'enfants qui se développe, mais accompagné d'une équipe multidisciplinaire, mais pas juste de spécialistes en déficience intellectuelle, mais relativement variée, qui permet la prise en compte de ces besoins-là. Vous voyez? Sur le principe. Sur le même principe légal qui a été exprimé ce matin par Mme Calves, celui, en fait, de ne pas ségréguer et de ne pas porter préjudice parce que cette personne va être exclue du mode régulier de fonctionnement, mais tenter de choisir les modes réguliers d'abord. Mais je vous dirais que pour y arriver, souvent, il faut commencer très tôt dans la vie des enfants et des familles pour les accompagner. Quand on parle d'adultes de 40, 50 ans qui ont vécu un autre modèle
que celui, le modèle intégratif. C'est évidemment plus difficile. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais on n'a pas évidemment les mêmes résultats non plus, là. 4 catégories de personnes, à mon avis, si on parle de déficience intellectuelle, doivent avoir une attention particulière et pour lesquelles il y a des défis extrêmement importants. Il y a d'abord les enfants, parce qu'ils ont besoin de se développer et que des apprentissages doivent être intensifs et faits tôt dans la vie. Hein, vous le savez, comme pour les enfants dits ordinaires, entre guillemets. La deuxième catégorie, c'est les personnes en situation de vieillissement. On en a de plus en plus pour lesquelles ces personnes devraient être dans le réseau régulier des personnes âgées en perte d'autonomie et qui se retrouvent encore avec nous en déficience intellectuelle que par leur déficit intellectuel et non pas par leur situation de vieillissement, vous voyez? Et les personnes polyhandicapées, bien sûr, qui demandent une attention très particulière et des soins particuliers. Et la quatrième catégorie, c'est celle que vous avez mentionnée, messieurs, c'est les personnes qui présentent des troubles graves du comportement, pour lesquels un suivi intensif aussi est souvent requis, et des structures architecturales particulières et des modes d'intervention et d'observation particuliers pour être capable de dégager en fait les causes, les renforçateurs et de comprendre la dynamique du fonctionnement de la personne. Donc, et ça demande évidemment des regroupements particuliers. Donc, on ne pourra pas être dans un foyer à 20 ou 24 avec 12 personnes avec troubles graves du comportement. Donc, on parle de d'autres choses, là. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, puis ça complète un peu ce que mes collègues ont dit. D'autres questions? Je vous rejoins parfaitement sur les problématiques justement chez l'enfant, le vieillissement. On est vraiment dans les logiques de parcours, donc de fait, voilà, ça nous parle. Juste par contre, alors c'est juste un petit clin d'œil, c'est juste de dire que la notion de désinstitutionnalisation, elle a peut-être du sens et je dirais, par rapport à des pays comme le Québec ou la Belgique, et d'autant plus qu'avec la Belgique, on a souvent des relations sur certaines situations. Mais par contre, voilà, se pose quand même chez nous la vraie question, qui est quand même cette logique de souplesse, d'inclusion, de transition inclusive avec la norme. Et là, on a un professeur de droit qui, voilà, et la norme souvent est un obstacle à l'innovation. On peut s'autoriser beaucoup de choses, on s'y autorise, mais ça a été évoqué ce matin, on peut très vite se retrouver devant des résistances ou des oppositions parce qu'il y a une question de responsabilité derrière. Tout à fait. Oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à mon expérience dans un SAVS. Pour moi, ce n'est pas la désinstitutionnalisation qui est le plus important. En fait, c'est le regard qu'on porte sur les personnes qu'on accompagne. Parce qu'on peut être un SAVS et, à mon sens, on est encore une institution. Parce que, déjà, ils ont toujours cette idée de l'institution. Entre autres, lorsqu'on leur demande de faire un choix, souvent, ils se calquent à l'éducateur qui pense que l'éducateur, effectivement, ce qu'il dit, c'est certainement ce qui est le mieux. Hein, on ne va pas dire le contraire. Ils ont aussi... Enfin, moi, je sais que souvent, ce que je travaille avec eux, c'est le fait de dire non. Souvent, ils ont du mal à dire non. Ils ont l'impression que, de toute façon, c'est très important ce qu'on leur dit, qu'il faut aller faire telle ou telle activité, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ce regard, ce travail qu'on fait auprès d'eux qui est le plus important. C'est pas forcément la désinstitutionnalisation. Je pense qu'il y a des institutions qui travaillent très bien. Nous, on travaille bien, hein, c'est pas que on travaille pas bien, hein, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et par exemple, je me vois souvent en réunion parler d'une situation d'une personne et on tourne en rond, mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que cette personne-là, elle a certainement la réponse. Et souvent, on tourne en rond sur une situation, mais on ne va pas lui demander ce qu'il en pense, lui. Donc, je pense que c'est vraiment le regard aussi, en tant qu'éducateur, mais même moi, hein, je pense que franchement, il y a le regard aussi, notre travail, qu'il faut aussi se remettre en question. Et je pense que c'est plus important encore que la désinstitutionnalisation. Je pense, si j'y vais, je pense que les deux sont importants, le regard, bien sûr, mais le regard va être évaluatif de la personne qui se trouve en face d'elle en termes de compétences qu'elle manifeste, hein, ne serait-ce que la compétence de pouvoir manger seule ou de saluer quelqu'un, vous voyez? Je parle de ces compétences de base et d'autres éventuellement. Donc, ce regard va porter ce jugement de façon inévitable et aussi en fonction de l'image qu'elle projette.
Et l'image que je projette est aussi en fonction de ce qui m'entoure, des personnes qui vivent avec moi, etc. Vous voyez, le regard que l'autre porte n'est pas uniquement, je dirais, un regard libre de la relation avec la personne handicapée. Elle est un regard à rebours, style miroir, de ce que me projette la personne. Et moins une personne a l'occasion d'avoir des situations d'exercice de ses compétences ou d'amélioration de son image, plus le regard est négatif de la part de celui qui observe. Bon. Vous voyez, donc, regard, oui, mais aussi ce qu'est la personne aux yeux des autres et à ses propres yeux aussi. Je pense que tout ça rentre dans la dynamique du regard dont vous parlez. C'est complexe, hein? C'est pas parce que je vis seul au premier étage de tel édifice que les problèmes sont réglés. C'est pas ça du tout, là. Maintenant, il y a des principes de base qui disent, ben, plus le nombre est grand, plus c'est difficile, plus, vous voyez, moins je fais attention à mon image, plus le regard de l'autre est plutôt négatif, comme dans la vie normale. Hein? Chargée oui, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Voilà. La société, elle est noyée dans les institutions. Quand vous parlez de désinstitutionnalisation, vous parlez d'une désinstitutionnalisation d'éléments très précis. Par exemple, l'enfermement asilaire ou l'enfermement dans les IME. Mais vous ne désinstitutionnalisez pas l'université, par exemple. Vous ne désinstitutionnalisez pas les systèmes de bâtiments dans la ville. Vous ne désinstitutionnalisez pas le système politique, les mairies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on risque d'être pris dans une sorte de dualité qui serait vraiment stérile entre jadis, la société était mauvaise, il fallait protéger ses enfants et les mettre derrière des murs protecteurs où ils sont heureux. Et maintenant, la société est bonne, c'est les murs qui sont mauvais, il faut les sortir. On n'avance pas dans ce cas-là. Oui. En fait, on aurait pu utiliser un certain temps pour clarifier les concepts, hein, des institutionnalisations, bon, beaucoup. On aurait pu parler de délocalisation, on aurait pu parler de désorganisation, hein, c'est tous des choses là, qui sont susceptibles d'être touchées dans une désinstitutionnalisation. On a choisi le terme de transition inclusive, surtout pour commencer à parler d'usagers, hein, de personnes, etc., et des processus qui devraient accompagner les modifications. Maintenant, dans tous les cas, les équipes sont toujours là après. On parle de désinstitutionnalisation, mais l'organisation est encore là. On n'a pas désorganisé pour donner rien, vous voyez? Donc, si on prend désinstitutionnalisation comme concept qui signifie éliminer ce qu'il y avait, c'est non, c'est pas ça. Changer les mentalités, se réorganiser différemment pour être capable de soutenir dans de nouveaux contextes les personnes. C'est plutôt ça qu'on dit. Et ça peut prendre différentes formes, mais il serait dommage de balayer tout et de se retrouver devant rien. Vous voyez? Et une institution, c'est important. C'est plus important pour certaines cultures que pour d'autres. Il y a des cultures, les institutions passent et les changent. D'autres, ils consacrent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à les préserver, etc. Mais moi, je pense que les institutions devraient s'adapter au contexte dans lequel les personnes vivent pour alimenter la culture qui se développe aussi et qui n'est pas la culture de nos ancêtres, qui n'est pas... Vous voyez, on est plus dans ce mode-là. On est vraiment plus. Oui, allez-y. On va devoir arrêter la discussion parce que l'heure tourne, malheureusement. Il est déjà... Je fais l'animateur, c'est pas mon rôle. Un mot. Juste un mot, tout à fait d'accord avec vous. Juste un mot. Tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que moi, je m'occupe d'enfants et je milite pour leur inclusion scolaire à temps complet, déficients intellectuels. Je ne crois pas à la déficience intellectuelle, parce qu'ils ne sont pas déficients sur tout le domaine de leur cognition. Mais je ne pense pas qu'on puisse réussir une inclusion ou une transition inclusive dans l'école sans une institutionnalisation d'un service d'accompagnement ou de l'accompagnement. Ouais. Si on les laisse tout seuls, ça ne marchera pas. Ouais. Est-ce que j'ai 2 minutes pour commenter le commentaire? Non, je vais arrêter. Parce si que vous êtes prêt à rester jusqu'à 20h ce soir, on peut poursuivre la discussion. Exactement comme vous. Il ne s'agit pas d'asseoir des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des difficultés cognitives avec les autres, hein, sur des rangs, sur des pupitres vissés au sol, vous voyez un peu, hein, avec une pédagogie magistrale.
si on n'a pas une pédagogie de groupe où chacun puisse fonctionner en fonction de ses compétences dans le groupe, mais être complémentaires les uns aux autres, je pense qu'on s'y voit à l'échec. Donc, c'est un changement de pédagogie aussi que ça suppose, et pas juste un changement de lieu où je pense qu'on partage les mêmes... ouais. Merci. Très bien. Donc, en effet, désinstitutionnaliser, ce n'est pas mettre à mort les institutions, c'est peut-être leur demander tout simplement de s'inquiéter davantage des projets individuels, ce qui est un peu différent. Sans transition, Daniel, qui est déjà installé au pupitre, peut y rester pour la dernière intervention de la journée, consacrée au processus de production du handicap. Donc, une intervention qui va faire le point sur la façon dont les représentations en matière de handicap se créent dans notre société. Donc, Daniel, si son ordinateur est rebranché et que tu peux tenir jusqu'à la fin de la journée, oui. Tu as la parole. Toi, j'ai craint à un certain moment. Vous avez peut-être entendu parler du processus de production du handicap comme étant un référentiel fort dans le domaine de l'intégration. Vous n'avez entendu certainement parler ce matin sans trop peut-être y porter attention dans ce que Mme Calves nous a dit. Hein, elle a parlé notamment du changement de perception de la notion du handicap. Et souvent, elle a utilisé le terme ou le vocable « situation d'handicap » au lieu de parler de personnes handicapées. Et la même chose au niveau de la déficience intellectuelle. Elle a quelquefois employé le concept « personne déficiente intellectuelle » ou « personne avec retard mental », ou, vous voyez? Et comment s'y reconnaître dans tous ces termes-là si on veut rendre justice aux personnes en fonction d'une compréhension plus fine de la situation du handicap qui tient compte aussi à la fois d'une perception sociologique du handicap, de la situation de handicap, et aussi de la reconnaissance des droits des personnes. C'est ce que nous propose le processus de production du handicap. Est-ce qu'il y en a plus, je vais faire un petit test, est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà eu des formations sur ce qu'on a appelé communément PPH? Ça n'a rien à voir avec le pH de la piscine? C'est PPH. Non? OK. Donc, cette discussion a donné lieu aussi depuis de nombreuses années, les années 1982 notamment, à une interrogation sur ce qu'on avait comme modèle d'explication du handicap. Et je vais me servir des diapositives parce que sinon, on n'est pas couché tôt ce soir. Donc voilà, je vais vous parler de l'origine du processus de production du handicap. Je vais vous parler de la classification mondiale des maladies et du processus de production du handicap, parce qu'il y a un modèle adopté aussi par l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle la CIF 11 maintenant, la classification internationale du fonctionnement, qui est semblable à celui du PPH, mais qui n'a pas la même extension tout à fait que le PPH. Donc voilà, je vais vous présenter le processus, on va faire des exercices ensemble, et on va parler de facteurs de risque, de systèmes organiques, d'aptitudes, de facteurs environnementaux et d'habitudes de vie. Vous voyez que déjà, on n'aura pas tout à fait le même langage qu'on a l'habitude de prendre. Parce que les habitudes de vie, bien sûr, il s'agira des bonnes habitudes de vie, hein, pas n'importe quelles habitudes de vie, mais que ces habitudes de vie sont les résultantes les plus importantes de l'action qu'on peut mener auprès des personnes. J'y vais. Donc, ça s'adresse à des personnes âgées en perte d'autonomie et tout type de personnes dans nos classifications actuelles, soit déficientes intellectuelles, problèmes de santé mentale ou autres. Donc, ça concerne toute personne à risque de situation de handicap. Ce qu'on avait autrefois, c'est le modèle qui est ici, le modèle biomédical. Avant, c'était un modèle médical qui s'est modifié. On a les facteurs étiologiques, donc les déficits qu'on peut avoir, qui provoquent certainement, à l'aide de ces causes, accidentels, traumatismes, chromosomiques ou peu importe, les syndromes qu'on connaît,
qui provoque certaines pathologies qu'on observe dans le fonctionnement de la personne. Elle est peu capable de mobilité, par exemple, pour marcher ou pour parler, ou, voilà, ou réfléchir, ou peu importe le type de pathologie, et qui se manifeste dans la vie courante. Modèle assez linéaire qui ne rend pas justice à la situation, parce que dans ce contexte de présentation de ce modèle, la personne est responsable de son handicap. C'est la personne qui est handicapée. Ce qu'on avait autrefois, là, la personne est handicapée. Et Mme Calvez, ce matin, a bien fait la démonstration, me semble-t-il, au plan légal, que cette situation, cette compréhension de la communauté européenne, et je devrais dire du monde occidental actuel, et faire en sorte que cette responsabilité, elle est plutôt partagée. Elle n'est pas que la responsabilité de la personne en soi. Ce n'est pas parce que j'ai un déficit que je devrais être nécessairement handicapé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai un déficit visuel. Vous voyez, pour voir là, je suis obligé de mettre mes lunettes. Mais lorsque je les mets, je ne suis pas nécessairement en situation de handicap. Dans d'autres contextes, je pourrais le devenir, mais pas dans ce contexte-ci. Vous voyez? Donc, je ne suis pas une personne handicapée. Je suis une personne avec certains déficits qui risque de vivre des situations de handicap, compte tenu de l'environnement dans lequel je me situe, environnement de travail, etc. Okay. Donc, ça, c'est le principe de base. On va le voir un peu plus en détail, ce que ça suppose. Donc, on disait à l'Organisation mondiale de la santé dans les années 1980, ce qui fait déjà 37 ans, pas jeune, hein? Le handicap d'un individu est le désavantage qui résulte de sa déficience ou de ses incapacités, parce que ce n'est pas la même chose, on va se l'expliquer, et qui limite ou interdit l'accomplissement du rôle considéré comme normal, selon le modèle normal de développement ou de fonctionnement, compte tenu de l'âge, du sexe, des facteurs socioculturels, etc. Donc, ce modèle, évidemment, qui peut varier d'une culture à l'autre. Voilà. Les enjeux de la précision du modèle, PPH, comme de n'importe quel autre modèle, c'est qu'on veut donner une perspective nouvelle qui va englober, en fait, différents secteurs de vie, que ce soit des secteurs de vie reliés à la santé, à l'éducation, à l'aspect juridique, des droits, donc de l'exercice des droits, ou encore à l'éducation. On dit aussi que c'est plutôt une réponse articulée dont on veut rendre compte, et on veut rendre compte aussi des phénomènes plutôt contemporains que l'on vit, avec une compréhension différente de ce que nos prédécesseurs avaient il y a 30 ou 35 ans. Conformité et cohérence des préoccupations du mouvement associatif aussi international des personnes ayant des incapacités, qui dénonçait ce modèle ancien qui était le modèle biomédical. C'est les concepts qu'on va voir. Le concept, donc, les caractéristiques du handicap. Le handicap devient une résultante et non pas une réalité en soi. C'est la résultante de réalités différentes. C'est une interaction aussi entre deux dimensions causales. La dimension qui m'appartient, parce qu'effectivement, j'ai des limites, et aussi la dimension environnementale ou contextuelle dans laquelle je me situe. Et enfin, c'est une perturbation dans l'accomplissement d'activités sociales, une situation, donc, dans une situation plutôt spécifique. Donc, on a quitté le modèle biomédical sur lequel on s'appuie habituellement pour intervenir, pour arriver dans une situation de compréhension de la situation de handicap. Vous allez me dire tout de suite, parce que quel intérêt que d'avoir un modèle comme ça? Bien, l'intérêt, c'est que ça permet aux équipes multidisciplinaires de pouvoir travailler en fonction d'un langage commun. L'infirmière, l'éducateur, le psychologue, le psychiatre ou autre, parce qu'on utilise des concepts qu'on comprend. Parce que si chacun autour de la table utilise ses propres modèles, utilise ses propres mots, ses propres compréhensions, ses propres outils d'observation ou de mesure, l'autre qui est en face de cette personne-là ne comprend pas vraiment ce que l'autre est en train de dire. Vous voyez? Par exemple, pour un usager, savoir que je vais pouvoir cuisiner ou ouvrir la porte seul
parce que j'aurai acquis une flexibilité de mon avant-bras. Ça, dans la vie courante, je sais à quoi ça va me servir. Mais me faire dire que je vais acquérir 42 degrés de flexion de l'avant-bras par rapport à telle chose, ça ne me dit pas grand-chose. Et c'est ça qu'on disait aux usagers, aux familles avant. Et chacun d'entre nous, tel type de quotient avec telle difficulté, tu dis, oui, mais je fais quoi avec ça dans ma vie à moi? Et si vous voulez placer l'usager au centre de vos préoccupations, bien, il faut parler le langage des usagers ou des personnes et non pas mon langage à moi. Bien que je ne renie pas mon langage, mais il faut que je sois capable de le traduire dans sa vie. C'est ce que propose le PPH, de nous présenter un modèle explicatif de la situation de handicap qui nous permette de se centrer sur les habitudes de vie de la personne. Donc voilà. Je vais y aller de façon très schématique aujourd'hui parce que ce n'est pas évidemment un cours sur ça. Je vois mieux là. Si vous me permettez, je vais me mettre un peu de côté tout en parlant dans le micro. Donc, j'ai des facteurs de risque. Ça, c'est l'explication de l'apparition de la situation de handicap. On dit facteurs de risque qui peuvent devenir une cause. OK. Qu'est-ce qu'un facteur de risque? Bien, un facteur de risque, c'est quelque chose qui me précède, moi, dans mon existence, ou dans un événement particulier qui fait en sorte que, s'il se manifeste de façon tangible, je risque d'avoir des difficultés en ce qui concerne mes facteurs personnels, un peu plus bas, notamment au niveau de mes systèmes organiques. Je vous donne un exemple. J'ai une trisomie 21, un syndrome de trisomie 21. Je risque, mais pas nécessairement, je risque d'avoir des atteintes au niveau d'un système organique, mental, mais il se peut qu'au niveau de mes aptitudes ou capacités, je n'ai pas tout à fait les mêmes capacités que l'autre personne qui a aussi une trisomie 21. Et vous l'avez constaté probablement dans votre pratique, il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui parlent moins, il y a des personnes qui ont eu des occasions de s'exprimer davantage et d'exprimer leurs sentiments, d'autres moins, parce qu'ils étaient dans des environnements différents. Donc, le déficit ou la cause n'est pas l'essentiel de ce qui va m'arriver et qui va provoquer ma situation de handicap. Par exemple, si vous conduisez le soir, de nuit, lorsqu'il pleut, à 160 km à l'heure, en rentrant dans votre quartier et puis en voyant la porte du garage devant vous, vous risquez, mais ce n'est pas sûr, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas affirmer que vous allez en avoir. Je ne peux pas affirmer que vous allez rester en fauteuil roulant. Je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que ça risque. Le risque, il est là. Et il est extrêmement important. Surtout si vous avez pris du Bourgogne, 4 verres, du Mâcon, particulièrement Mâcon supérieur, super. Mais si vous avez tout ça en vous, à 3 heures du matin, c'est que vous risquez d'avoir des problèmes. C'est un exemple, d'accord? Et on pourrait prendre toutes sortes d'exemples. Et c'est vrai au niveau des traumatismes physiques. C'est vrai le vieillissement. Le vieillissement va atteindre certains de mes systèmes organiques, respiratoires, circulatoires ou autres, dépendant de ce que j'ai fait aussi de ma vie, hein, bon, et aussi de façon assez inévitable. À moins que vous connaissiez quelqu'un qui a traversé les âges et qui n'est pas encore mort depuis des centaines d'années, généralement, c'est ce qui nous attend. Et il y a des pertes graduelles qui s'opèrent, notamment dans les 3 dernières années de votre vie. Vous allez avoir besoin d'autant de soutien que durant toute votre vie, en principe. Et qu'à partir de 65, 67 ans, vous aurez à peu près 5 maladies. Ou le diabète, ou l'urticaire, ou... Bon. Mais je ne veux pas être malade. Ici, c'est peut-être différent. Je parlais de d'autres pays. C'est à peu près ce qui arrive. Quand vous en parlez à des médecins spécialistes du vieillissement, ils vont vous dire c'est à peu près à cette période. Bon. C'est des risques. Ce n'est pas une certitude. Vous en aurez peut-être 4, vous en aurez peut-être 6 ou 7, mais c'est un risque. Donc, la cause va arriver dans les facteurs personnels et je vais vous donner des exemples de ça, puis on va faire un exercice pour la compréhension. Donc, système organique, qui va varier les systèmes organiques, et je vais les présenter par la suite, sur un axe. Sur un axe qui est entre intégrité et déficit. Et alors, quand je parle de déficience intellectuelle, je parle du système organique. Je ne
ne parle pas de ces manifestations comportementales. Ça n'a rien à voir, les deux ensemble. Donc, le système organique, qui peut être plus ou moins affecté et qui peut être, donc, dans notre langage ici, plus ou moins intègre. Des aptitudes qui influencent mes aptitudes, mes capacités à agir, la communication, la marche. Donc, ils vont se traduire dans de mes capacités, parler, par exemple, communiquer, va être une aptitude, une habileté qui va se manifester. Donc, ce qui va varier, bien sûr, entre capacité et incapacité, étant les deux extrêmes, hein, capacité parfaite ou incapacité parfaite. Bon. Qui est mis en interaction avec des facteurs environnementaux, qui sont, eux, l'escalier, ou bien un facilitateur. Si mon système organique et mes capacités me permettent de me déplacer, l'escalier n'est pas un problème. C'est même un facilitateur pour aller voter, par exemple. Pour aller voter pour qui? C'est déjà fait, on n'en parle plus. C'est fait depuis hier. C'est ça? Bon. Donc, un facilitateur, mais pour d'autres, où leurs aptitudes sont plutôt, en termes de mobilité, de l'ordre des incapacités, l'escalier devient un obstacle. Vous voyez? Donc, dans mon environnement, c'est jamais neutre par rapport à moi. C'est toujours ou bien ça me soutient, ou bien ça risque de me créer obstacle. Okay. L'interaction agit sur mes habitudes de vie qui varient entre la participation sociale ou la situation de handicap. Je reprends les concepts qu'on a ici. Je vais aller cliquer. Oups. Voilà. Facteur de risque éco, que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un élément qui appartient à un individu ou provenant de l'environnement, susceptible de provoquer maladie, traumatisme ou atteinte de l'intégrité du développement de la personne. La déficience intellectuelle, si on veut, est de cet ordre-là. La cause, c'est le facteur de risque qui s'est effectivement produit. Ça va. Des grandes catégories, je n'irai pas dans le détail. Des facteurs de risque, vous les avez là. Les risques biologiques, notamment. Hein, ce que je transmets comme génétique aux autres. Les risques liés à l'environnement physique, la pollution, travailler dans une mine, fumer, etc. L'environnement physique. La fumée secondaire, notamment, fait partie aussi de ces risques-là. Les risques liés à l'organisation sociale. Vous êtes chez nous, vous avez des problèmes cardiaques. Vous adorez la chasse et vous êtes à 100 km dans le bois, bien, je vous dis que vous prenez un risque particulièrement important par rapport à la personne qui va jouer au golf et qui est à 1 km du centre hospitalier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'organisation sociale, est-ce que tu as un centre hospitalier? Est-ce que tu as accès? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que tu as un SAMU? Est-ce qu'il est vite? Est-ce qu'il peut te secourir? Tout ça va jouer dans le facteur de risque. Et les risques liés au comportement individuel et sociaux. J'en ai donné un exemple d'un conducteur ou d'une conductrice tout à l'heure. Je reviens à mon tableau. Je vais voir les facteurs personnels. Donc, voilà, facteur personnel qui appartient à la personne. On a vu tout à l'heure. On pourra rendre les PowerPoint disponibles éventuellement là, sous forme PPH, sur forme PDF, pardon. OK? Donc, intégrité correspond à la qualité d'un système. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que je passe un petit peu plus vite ici. Donc, voilà. Les systèmes organiques, il y en a plusieurs reconnus, tant par la médecine que par l'Organisation de la santé, du côté de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y en a en fait plusieurs, ils sont 14, vous avez les 7 premiers, et vous les reconnaissez, vous voyez? C'est ce sur quoi on s'entend pour qualifier un système fonctionnel. Chacun de ces systèmes-là, lorsqu'on parle d'une classification, se subdivise et se resubdivise pour que le spécialiste puisse porter un diagnostic précis sur le système organique et qu'il puisse justifier son diagnostic.
une classification, ce n'est pas juste une compréhension modélisée d'une réalité, elle propose aussi de classer les différents diagnostics ou les différentes réalités. Donc, voilà pour ça. Donc, vous voyez les systèmes, les autres systèmes qui sont aussi système urinaire, endocrinien, reproducteur, cutané, etc. C'est assez classique. Bon. Je retourne à mon tableau. On a fait donc cette partie-là ici, si je me sers du curseur. Donc, on a fait cette partie-là. Si je regarde maintenant du côté des aptitudes, capacité, incapacité, ben, je vais aller voir ce que c'est. Oh là. Ça ne sera pas long. Il y a une sensibilité, là, à force de surchauffer. On a vu. Allons voir les aptitudes. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. C'est des capacités qui correspondent à une expression positive, hein, quand on parle de capacité, d'une aptitude, parler, communiquer, etc. Allons voir les catégories que ça suppose. Donc, voilà. Catégorie d'aptitude, aptitude reliée aux activités intellectuelles. La déficience intellectuelle est de cet ordre-là, non pas au niveau du déficit, mais au niveau de la capacité ou de l'incapacité, que provoque un syndrome de Down, par exemple, qui affecte tel type de système, hein, ou un autre, le X fragile, ou peu importe. Donc ça, on est plutôt au niveau des systèmes organiques, et là, on est plutôt au niveau des capacités ou incapacités. Oui. 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 Ou j'en faisais 3. Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc, voilà les aptitudes. Vous êtes toujours en forme? Pas? D'accord. Non? Il y en a qui... Est-ce que ça va? Encore 15 minutes? Il ne faut pas la poser, cette oui? question. Bon. Donc, voilà au niveau des aptitudes. Vous reconnaissez sensiblement ce qui est relié au système organique qu'on a vu tout à l'heure. Facteurs environnementaux, on en a parlé aussi. Je m'en vais au niveau des habitudes de vie. Qu'est-ce qu'une habitude de vie? Bien, c'est une activité courante ou un rôle social valorisé. Être capable d'aller me baigner à la piscine avec les autres, c'est relativement valorisé. Si se baigner, nager, c'est valorisé. Manger seul, c'est généralement valorisé dans nos communautés. Pouvoir prendre soin de moi au niveau physique, c'est relativement valorisé. Aller voter, c'est valorisé par presque la moitié de la population, les dernières élections. Mais généralement, avoir la possibilité de le faire, c'est dans nos sociétés assez valorisé. Recevoir un salaire quand je suis un adulte, c'est relativement valorisé. Vous voyez? Ce sont des actions qui me donnent pas juste un statut, mais qui disent que je suis reconnu comme important aux yeux des autres. Être père de quelqu'un ou mère de quelqu'un, c'est relativement valorisé. Vivre en famille quand je suis un enfant ou des parents, c'est relativement valorisé. Je ne vous dis pas que toutes les familles sont parfaites, mais comme concept, c'est valorisé. Mais si on me nie ce droit-là, parce que je suis dans des situations où je ne peux pas exercer mon rôle, valorisé avec les autres, bien, j'ai des habitudes de vie qui vont être plutôt de l'ordre de la situation de handicap, bon, plutôt que dans la réalisation de l'intégration. Je pense que vous êtes assez fort maintenant pour procéder aux exercices. Les habitudes de vie, bien, c'est les 13 qui se relient, évidemment, parce qu'il y a des concepts très cohérents d'un secteur à l'autre. Donc, il y en a 13. Relations interpersonnelles, vie communautaire, éducation, travail pour les adultes, loisirs, etc., etc. Quand vous regardez les tests de comportement adaptatif, vous avez à peu près les mêmes catégories divisées autrement, mais on rejoint dans l'ensemble des comportements les AVQ, les activités du quotidien ou les AVD, les activités de vie domestique, généralement les mêmes catégories.
C'est juste que le découpage n'est pas toujours le même, mais on parle de la même chose. Faisons l'exercice suivant. Je retourne au tableau. Et on fait un premier atelier. Ce que je vais vous demander, c'est la chose suivante. Vous voyez, il y a des caractères rouges. C, D, I, O et H en bas. Donc, il y en a 5. Ce que je vais vous demander, je vais vous donner une phrase. Et vous me direz de quoi on parle. Parce que c'est important d'avoir le bon mot, le bon concept, parce qu'il reflète notre compréhension de la situation de la personne. Faisons un essai. Je vous dis ceci en haut. Tout le monde voit? Lors d'un déplacement de sa chambre à la salle de bain, Rose a subi une fracture de la hanche. Elle ne pourra pas marcher durant les premières semaines. De plus, faute d'accès à un fauteuil motorisé, elle ne pourra pas se rendre seule aux activités de loisirs le matin et l'après-midi. Vous avez le modèle ici en bas. Et dans les parenthèses, vous avez probablement une lettre qu'on devrait mettre si on comprend bien le processus. Vous voyez l'exercice? Lors d'un déplacement de sa chambre à la salle de bain. Dans le contexte de la phrase. Ce serait quoi? Une cause de ce qui va arriver plus tard? Est-ce que c'est ça? Oui. Le C est apparu. C'est la cause de ce qui va se passer après. Maintenant, vous pouvez peut-être me dire, ben, c'est aussi une habitude de vie, bien sûr. Mais dans le contexte de la phrase, c'est surtout la cause de ce qui va arriver. Il y avait là un facteur de risque compte tenu de sa situation qui est en cours. Rose a subi une fracture de la hanche. De quoi s'agit-il? On parle d'un système organique, c'est la hanche, hein? C'est le système squelettique. Hein? C'est le système squelettique dont on parle, la fracture. Donc, D. Oui, elle ne pourra pas marcher durant les premières semaines. Incapacité. De plus, faute d'accès à un fauteuil motorisé. O. Obstacle environnemental, parce que si je l'avais, je pourrais faire quelque chose. Elle ne pourra pas se rendre seule aux activités de loisirs le matin et l'après-midi. H. Situation de handicap. Vous voyez la logique, la compréhension? Donc, vous seriez unanime alors à crier pour la deuxième phrase, les bons mots. Maintenant, ils ne seront pas dans le bon ordre. Là, c'était trop facile. Ben, c'était pas trop facile, mais... Allons un peu plus difficile. Donc ça, c'est pour savoir. Là, j'essaie de trouver... Ah oui, ma deuxième simulation. Voilà. Et je vais arrêter, promis, dans 5-6 minutes. Tout va bien. Exercice. Attention, on dit d'une seule voix. Vous allez dire la lettre d'une seule voix, la bonne lettre. Okay. Paul ne peut utiliser l'escalier d'entrée de son unité de vie. H. Situation. Ici, je vous propose H. Parce que ce dont il s'agit, c'est une habitude de vie. Utiliser l'escalier de son unité de vie. C'est une habitude. Dans le contexte de la phrase. Je sais que vous l'aviez, vous essayez de m'induire en erreur en me proposant une autre lettre. Il faut lire la phrase en entier parce que parfois... Oui, on trouve la réponse. Parce qu'elle ne peut en descendre des marches, incapacité. On ne parle pas de son système organique, on ne parle pas du risque, on parle de sa capacité. Oui. Ensuite, sont apparues à la suite d'une hémiplégie. Ah, là, c'est C. L'hémiplégie a probablement été la cause d'un bris ou d'une difficulté au niveau de son système organique, donc a causé un traumatisme au système, au cerveau, dans le cas ici, système organique D. L'installation d'un ascenseur pourrait régler le problème. O. Évidemment, c'est un O positif. C'est
des obstacles, mais il est plutôt positif. Si elle l'a, ben, ça règle son